Voilà, bah écoutez, je vous propose qu'on débute ce deuxième webinaire. Vendredi, c'est Biodive. On est très content, voilà, de poursuivre ce cycle de webinaires organisé dans le cadre du groupe de travail biodiversité de VAD. L'objectif de ces webinaires est de partager des travaux de partenaires du territoire, de mettre en valeur les compétences qui peuvent être mobilisées dans les projets de construction, d'aménagement ou de réhabilitation, et aussi de partager des retours d'expérience de projets du territoire. Au niveau du programme de la matinée, donc, je vais vous dire quelques mots d'introduction pour recontextualiser un petit peu ce webinaire. Ensuite, je passerai la parole à Aurore Clavel, qui est responsable d'études en biodiversité au CEREMA Centre-Est, pour présenter les actions du CEREMA en faveur de la biodiversité et pour faire en particulier un focus sur trois outils. Ensuite, Mathieu Coumoul, qui est chargé de projet biodiversité urbaine au sein de l'association des espèces par million, vous présentera l'association et le programme La nature fait le mur sur la végétalisation de façades en milieu urbain. Et enfin, Joanny Callot, qui est chargée d'études écologue au sein du bureau d'études Étamines, vous partagera le retour d'expérience du projet Vélanova à Machilly, en Haute-Savoie. On prendra quelques questions à la fin du webinaire qui se terminera vers 10h30. Mais n'hésitez pas à poser directement vos questions dans le chat et comme ça, les différents intervenants pourront y répondre au fil de l'eau. D'un point de vue pratique, je vous demande de bien couper vos micros. Et le webinaire sera enregistré et le replay sera disponible d'ici quelques jours sur notre site internet ainsi que le support de présentation. Alors, en quelques mots, Ville et aménagement durable, c'est un réseau d'acteurs de la construction et de l'aménagement durable en Auvergne-Rhône-Alpes qui réunit environ 2000 professionnels, dont plus de 450 adhérents. L'objectif étant de s'informer, de se former, de débattre et de construire de nouveaux standards autour d'actions assez diverses, hein, un programme d'événements, des actions collectives où les membres sont vraiment contributeurs, moteurs de l'activité. Nous sommes également organisme de formation et voilà, on diffuse de nombreuses publications sur les sujets de construction et d'aménagement durable. Au niveau des différentes actions collectives que nous animons avec nos adhérents et que vous pouvez bien sûr rejoindre hein, en cours d'année, nous en avons plusieurs sur les sujets bâtiments santé, RE 2020, réemploi, réhabilitation, sur la démarche écrin, sur la qualité de l'air intérieur des bâtiments. Nous avons également un groupe prospectif qui s'appelle la Collab et une communauté aménagement des territoires qui traite de différentes thématiques comme l'urbanisme et la santé, la question de la résilience des territoires. Et depuis l'année dernière, donc, on a décidé de renforcer la question de la biodiversité. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit ce webinaire. Nous avons également des cycles thématiques autour de l'agriculture urbaine, des écomatériaux et nous promouvons la démarche écrin. Au niveau du groupe de travail biodiversité, donc je vous disais qui a été mis en place début 2023, l'objectif c'est vraiment de renforcer la prise en compte de la biodiversité et du vivant dans les projets de construction, de réhabilitation et d'aménagement. Donc, plus concrètement, les besoins qui ont été exprimés par les adhérents sont les suivants. Donc, la question de la sensibilisation, de l'acculturation aux enjeux sur un sujet qui reste assez finalement méconnu. La question de la formation, le sujet de l'amélioration du processus de projet et l'accompagnement sur le changement de posture aussi, qui était assez important. Le fait de fournir des recommandations techniques et de mettre à disposition des bases de données et d'acteurs. L'objectif est également de développer des partenariats avec la recherche et de mettre en lumière des opérations démonstratrices associées à de l'évaluation.
Très concrètement, les actions qui ont été menées depuis le début d'année dernière, donc il y a eu plusieurs réunions de groupes de travail, dont une réunion avec un témoignage de l'association Arthropologia, hein. Vous pouvez retrouver tous les supports sur notre site internet. Nous avons également fait un état des lieux avec les différents partenaires du territoire pour cartographier un petit peu les actions menées par chacun, dont le CEREMA, hein, qui est présent aujourd'hui. Nous avons également organisé une fresque de la biodiversité à l'INSA de Lyon pour justement acculturer aux différents enjeux le groupe de travail. Et puis un premier webinaire, Vendredi c'est Biodiv, qui a été organisé le 1er décembre et dont vous pouvez retrouver le replay sur notre site internet. Et effectivement, sur la page, voilà le lien que vous retrouvez en bas de la slide de l'action de ce groupe de travail biodiversité. Vous pouvez retrouver voilà, les premiers outils qui ont été formalisés. Donc, on a commencé à réaliser un annuaire collaboratif avec les membres du groupe de travail biodiversité et puis tous les acteurs ressources qu'on a pu pour le moment identifier sur ces thématiques. Donc, le replay du premier webinaire, l'état des lieux des travaux des partenaires avec, voilà, assez détaillé, en fait, ce que chacun mène sur ces thématiques actuellement. Et puis, vous retrouvez également l'enquête qu'on a menée auprès des adhérents sur comment aujourd'hui ce sujet est pris en compte dans les projets. À noter dans vos agendas nos prochaines échéances. Donc, le 14 mars, une grande journée Oser faire frugal qui va mettre en débat les projets qui ont été lauréats de l'appel à projet du OFF, Oser faire frugal, organisé avec le collectif de la frugalité heureuse et créative en Auvergne-Rhône-Alpes. Le forum des adhérents, le 29 mars, au Bourget du Lac. Et puis, en lien avec le sujet du jour, une visite à Valence le 2 avril sur la désimperméabilisation et la gestion de l'eau aux abords des bâtiments, avec la visite d'un parking expérimental de Mauboul. Hop. Voilà, et puis pour terminer sur cette introduction, sachez qu'également cette année, nous avons décidé de mettre en place chez VAD un festival qui est une nouvelle version de festival avec une programmation événementielle sur toute l'année au service des stratégies et des projets des collectivités territoriales, avec en particulier au mois d'octobre le test d'un format un petit peu innovant qui s'appelle le Parlement du vivant, que l'on va mettre en place aux côtés de la ville d'Annecy. Voilà, pour mettre en débat des entités humaines et non humaines, partie prenante d'un projet pour venir nourrir les choix stratégiques d'un projet de territoire. Donc, vous aurez des nouvelles assez rapidement sur ces différents événements. Je ne vais pas être beaucoup plus longue sur cette introduction et je passe tout de suite la parole à Aurore Clavel du CEREMA. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Oui, comme le disait Claire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure. J'essaierai d'y répondre à la fin de ma présentation. Donc, je vais essayer de tenir dans le temps imparti, de ne pas trop déborder. Je vais tout d'abord vous présenter rapidement le CEREMA, qui on est, ce qu'on fait, et puis un peu plus nos compétences en biodiversité, qui est la thématique du jour. Et puis, je ferai un focus sur 3 outils qui me semblent pouvoir vous apporter quelque chose. Donc, le CEREMA, nous sommes donc un établissement public sous tutelle du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Donc, on a à la fois une expertise de haut niveau avec plus de 2000 agents experts dans différents domaines. Aussi, avec des équipes de recherche, on a plus d'une vingtaine de recherches impliquées au service de l'innovation dans les territoires. Et aussi un centre de ressources avec la capitalisation et la diffusion de tous les rapports et toutes les études que l'on peut produire. Donc, on a une répartition géographique sur la slide d'après. Voilà, on est divisé en direction territoriale. Donc, moi, je suis à la direction territoriale centre-est à l'île-la-Boule, dans l'Isère. Donc, du coup, nos territoires d'action sont Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, le CEREMA a une gouvernance partenariale. Ça veut dire que dans son conseil d'administration, il y a à la fois des services de l'État, mais également des collectivités et des entreprises privées. Voilà.
On a six domaines d'expertise, donc à la fois une expertise en ingénierie territoriale, des experts en bâtiment, des experts en mobilité, en infrastructure de transport, mais aussi en environnement et risque et en mer et littoral. Donc la partie biodiversité est comprise dans la partie environnement et risque. Voilà. Et donc, pour rentrer plus en détail sur nos compétences en biodiversité, alors, j'ai pas pu tout mettre. Donc, j'en ai choisi quelques-unes et je vous ai mis chaque fois le lien. Donc, vous pourrez aller télécharger ces documents et les regarder plus en détail. Donc, on a des compétences sur la trame verte et bleue, mais aussi sur la trame noire et la trame brune. Donc, je vous ai mis l'exemple des fiches OB sur la trame noire. On a pas mal de publications sur la séquence éviter, réduire, compenser. Aussi des choses sur les continuités écologiques et les infrastructures, notamment, là, je vous ai mis l'exemple de la gestion différenciée des abords des routes. Et puis, pas mal de choses sur les espèces exotiques envahissantes avec un tout nouveau guide qui vient de sortir. Voilà. Sur la slide d'après, je vous ai mis quelques compétences. Voilà, sur les zones humides avec l'élaboration de la méthode nationale que vous connaissez peut-être d'évaluation des zones humides. On a aussi pas mal de choses sur la compétence GEMAPI ou sur la désimperméabilisation et un nouveau essentiel sur l'eau de pluie, une amie qui refait surface, qui explique comment on peut la mettre en valeur. Voilà. Et enfin, on est aussi compétent sur la nature en ville et les services écosystémiques. Voilà. Avec également l'essentiel, faire de la nature un pilier de la ville de demain. Et notre outil Sésame, qui est un outil d'aide à la décision pour choisir les espèces d'arbres et d'arbustes à planter en ville. Voilà, rapidement dressé tout ce qu'on peut faire au CEREMA et un petit choix d'études qu'on peut faire en biodiversité, mais vous l'avez compris, on fait beaucoup, beaucoup de choses et c'était compliqué de tout résumer là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi après ce webinaire. Donc, j'ai choisi de vous présenter trois outils, deux centres de ressources et puis un outil beaucoup plus opérationnel. Donc, le premier, c'est le centre de ressources d'adaptation au changement climatique. Donc, c'est un outil, c'est un centre de ressources, un site internet. C'est le partenaire qui est partenarial. Donc, vous pouvez changer de slide. Hop, voilà, merci. Donc, c'est hébergé et animé par le CEREMA, mais avec un comité éditorial à 4 partenaires, donc l'ONERC, le CEREMA, l'ADEME et Météo France. Donc, la particularité de ce centre de ressources, c'est qu'on peut choisir sur la première page le type de profil. Donc, vous, je pense que vous pourrez plutôt choisir acteur économique ou bureau d'études ou collectivité, pour quelques-unes qui sont connectées ce matin. Et donc, on peut aussi, en plus de son profil, choisir des thématiques. Et dans la thématique, il y a les solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature, donc qui utilisent la biodiversité pour répondre à ce défi sociétal. Donc, je vais vous parler plutôt de cette rubrique-là sur la slide suivante. Voilà, merci. Donc, chaque thématique est divisée avec d'abord une partie comprendre qui explique le phénomène. Et puis, à la fin, on retrouve deux parties différentes, des exemples d'action avec un ensemble de projets qui a été appelé projet au tech et ils le font déjà, donc c'est des retours d'expérience. Et puis, une partie qui permet d'aller plus loin avec des ressources incontournables et une veille et un agenda avec des formations, des webinaires ou des conférences, des choses comme ça. Donc, si on revient sur la partie, sur les exemples d'action, sur la slide suivante, voilà. Donc, si on regarde les solutions d'adaptation fondées sur la nature, on peut trouver 40 exemples d'actions qui à la fois vous permettre de vous inspirer et aussi de mettre en avant ce que vous faites en remplissant une fiche. Vous pouvez déposer vos expériences sur ce centre de ressources et elles sont classées par impact du changement climatique. Donc, ça va de la canicule, la sécheresse, inondation, etc. Donc, sur la slide d'appui, je vous ai mis un exemple. Donc, pour chacun des retours d'expérience, donc on retrouve à la fois ce petit pictogramme là
dans le site qui permet dans le site de retrouver plus facilement les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Donc, à chaque fois, il y a une petite image, un court descriptif de l'action et puis un petit bouton en savoir plus qui permet d'aller plus loin et d'avoir vraiment une description et un retour d'expérience détaillé de chaque action. Donc voilà cette partie qui va vous permettre de vous inspirer et de mettre en avant vos actions. Et l'autre partie du centre de ressources, c'est des ressources de référence. Donc sur les solutions d'adaptation fondées dans la nature, on en a déjà 102. Et on peut les différencier pareil par public cible avec ceux qui sont vraiment destinés plutôt pour les enseignants ou les élus, voilà. Et par type de ressources aussi. Est-ce que ça renvoie vers d'autres centres de ressources, vers des ouvrages, des vidéos, des choses comme ça. Donc c'est assez pratique parce que voilà, pour se retrouver parmi les centres de ressources. Euh, voilà, et donc je vous ai, ah oui, par exemple, je vous ai mis le lien vers deux ressources. Donc, le, le document de référence de l'UICN qui explique ce que sont les solutions fondées sur la nature pour les risques littoraux en France. Et puis, par exemple, un dossier très technique sur les arbres de pluie du Grand Lyon. C'était pour vous donner deux exemples. Donc, voilà pour cet outil, ce centre de ressources. Et je voulais vous parler peut-être un peu plus rapidement de notre site internet, ce qui est le territoire engagé pour un environnement et une santé. Alors vous allez sûrement me dire, mais pourquoi elle se met à nous parler de santé alors qu'on parle de biodiversité? Ben voilà un petit schéma. Je suis allée voler à Wikipédia pour vous rappeler brièvement le concept d'une seule santé qui dit que ben voilà, on a l'intersection de la santé humaine, la santé animale et de la santé de l'environnement, donc de la biodiversité, tout est lié. Et que quand on protège l'une, on protège l'autre et vice-versa. Quand on en dégrade une, on dégrade les autres. Euh, du coup, et pour vous dire que voilà, il y a de fortes interactions, des interactions très positives avec, par exemple, tous les services écosystémiques que peut fournir la biodiversité, mais il peut y avoir aussi des interactions négatives. La plupart de la population, quand on parle de biodiversité en ville, elle pense tout de suite aux moustiques. Oui, mais voilà, tout ça est un équilibre à préserver, à essayer de maintenir. Donc, ce site internet, il est financé par le ministère de la Transition écologique et il est animé par le CEREMA. Donc, les collectivités, elles sont au cœur de ce site internet. Voilà, le site, il est fait pour elles et avec elles. Et il permet de recenser plus de 142 actions menées par les collectivités. Donc, dans le centre de ressources, on va aussi trouver des informations sur les partenaires, sur les acteurs de cette thématique, environnement et santé, des méthodos, des dossiers de fonds, voilà. Et puis des informations qui sont structurées, géolocalisées pour chaque retour d'expérience. Donc, on trouve plus de 142 actions. Sur ces 142 actions, il y en a plus de 55 qui sont en lien avec la biodiversité, avec 6 champs d'action un peu différents. Donc, on retrouve l'alimentation, avec entre autres les jardins partagés et tout ce qui est problématique des cantines. Le champ d'action autour de l'hygiène, avec la gestion plutôt des espèces animales envahissantes comme le rat, le pigeon ou le moustique. Tout ce qui est ressources en eau, à la fois l'eau potable et l'eau pluviale. La sensibilisation des élus, des citoyens, des acteurs locaux. Beaucoup d'exemples de végétalisation et puis quelques exemples de diagnostic de territoire. Voilà. Et donc, sur la slide suivante, je vous ai mis deux exemples qu'on peut trouver. Une sur les cours d'école renaturés et un autre sur une végétalisation plutôt d'une trame verte. Mais si vous allez voir le détail des fiches, vous pourrez voir qu'il y a une grosse marge de progrès sur de la façon dont ces fiches sont complétées. Ça me paraissait intéressant de vous le présenter aujourd'hui parce qu'on sent un fort intérêt des collectivités pour ce nouveau concept, une seule santé. Mais on voit bien qu'elles ont du mal à passer à l'action et qu'elles ont vraiment un besoin d'accompagnement. Donc, je me disais que c'était peut-être une piste pour vous intéressante à creuser en termes d'accompagnement et de futurs projets à développer sur cette thématique.
Donc voilà pour ce deuxième exemple. Donc c'était 2 centres de ressources où vous allez pouvoir vous inspirer, mettre en avant peut-être certaines de vos actions. Et donc là, quelque chose de complètement différent, un outil vraiment très concret, donc d'auto-évaluation de la prise en compte de la biodiversité dans les projets d'aménagement. Donc ça, c'était un besoin qui est issu des territoires engagés pour la nature d'Auvergne-Rhône-Alpes qui nous ont demandé de créer cet outil. Donc cet outil il permet de se poser les bonnes questions. Alors, il est vraiment il est destiné à des gens qui n'ont pas du tout de compétences en biodiversité, à compléter vraiment de façon autonome. Et donc, il est limité aux projets qui ne sont pas soumis à études d'impact. Donc, pour les tout petits projets, si on peut dire. Et à la fin, il ne proposera pas de préconisations et de pistes d'amélioration, mais il permet juste de se comparer à un projet fictif idéal et il donne des ressources de référence pour aller plus loin ou pour s'approprier le sujet et la question sur laquelle il fallait réfléchir. Voilà. Et on l'a imaginé comme pouvant être utile à 2 temporalités différentes, soit en amont du projet comme un outil d'aide à la décision, ou alors on peut l'utiliser en aval à la fin pour faire un bilan et plutôt dans une démarche de progrès pour les prochains projets. Donc cet outil, il est en 2 fichiers informatiques, un fichier Excel, qui est vraiment l'outil en lui-même d'auto-évaluation, et un fichier PDF qui est le guide de l'utilisateur. Donc il est en téléchargement libre sur le site du CEREMA, donc vous pouvez le télécharger et l'utiliser gratuitement. Voilà. Donc pour rentrer un peu plus en détail sur l'outil en lui-même, donc voilà, donc il contient plusieurs onglets. Le premier onglet qui rappelle les instructions d'utilisation, donc il faut répondre oui ou oui, non à une liste de questions. Et ensuite, on a divisé un onglet par phase de projet, donc en conception, avec aussi une partie sur l'espace disponible pour la biodiversité, une partie en phase chantier et puis une partie en phase gestion, un onglet qui va synthétiser les résultats et un onglet qui synthétise aussi les ressources de référence qu'on a pu trouver tout au long de l'outil. Donc, j'ai choisi juste de vous présenter rapidement l'onglet de la phase gestion, mais ils sont tous faits de la même façon. Donc, d'abord, on retrouve le coordonné du référent biodiversité, parce que comme je vous disais, c'est destiné à des personnes qui ont pas trop de compétences en biodiv, mais on trouvait important quand même qu'elles aient quelqu'un vers qui se tourner si elles avaient des questions. Donc, on a choisi de mettre un référent dans la structure qui sera désignée. Le rappel de la consigne de remplissage pour que chaque onglet soit bien indépendant. Une série de questions qui sont regroupées par couleur, par thématique. Et puis, chaque question va pouvoir ramener pour aller plus loin, une explication ou un document de référence. Et enfin, un résultat pour chaque phase de chantier. Voilà, donc si on va plus loin, on peut voir sur la slide suivante. Voilà. Donc là, pour la phase gestion, par exemple, les questions ont été regroupées en entretien, communication et les suites. Et donc, on voit bien à chaque question, il faut mettre un 1, soit dans la réponse, soit dans oui, soit dans non ou non concerné. Voilà. Si jamais on met plusieurs 1, il y a une petite moulinette qui fait tout apparaître en rouge pour montrer qu'on n'a pas bien saisi. Et ensuite, sur la slide d'après, donc quand on a une lettre dans la colonne référence, ça, voilà, en dessous des questions, on peut aller voir voilà, une petite explication avec une photo, qu'est-ce que c'est la gestion différenciée, et puis ça renvoie à chaque fois vers des documents de référence pour s'approprier cette notion si on ne la maîtrise pas ou si on veut en savoir plus. Et si on continue de descendre dans la page, sur la slide suivante, voilà. Donc, on a le résultat pour cette phase qui compare le projet à un projet idéal et on peut voir dans quelle partie on peut essayer d'améliorer son projet en le faisant évoluer si c'est en amont du projet ou alors en se disant que pour la prochaine fois, il faut davantage travailler ce point. Voilà. Et puis, sur l'onglet résultat final, voilà. Donc, on a une synthèse sous forme de toile d'araignée, donc qui compare l'autre projet en rouge à un projet idéal en pointillé vert.
en reprenant chaque fois les onglets conception, chantier et gestion et chaque sous-partie. Donc là, on peut voir que voilà, il y a beaucoup de progrès à faire sur la partie chantier et que même ma foi sur la partie conception, à part peut-être sur la forme, on est comme le projet idéal, voilà. Donc ça ira pas plus loin que ça, mais ça permet surtout de se faire poser des questions auxquelles quelqu'un qui ne maîtrise pas grand-chose en biodiversité n'aurait pas pensé. Et l'idée, c'est de se faire poser des questions. On a essayé bon après, de les limiter quand même non plus pour que ça soit pas trop long à compléter. Voilà. Donc, ce fichier Excel, il est accompagné d'un guide utilisateur. Voilà. L'outil, donc, on peut l'ouvrir avec LibreOffice ou Microsoft Excel. Il marche sur les deux. Ça rappelle les consignes de remplissage. Comment on peut télécharger tous les documents de référence. Et puis, il conseille de pas trop l'imprimer, voilà, de faire de version papier. Il explique aussi les résultats parce qu'on a choisi de pondérer certaines questions par rapport à d'autres. Donc ça, c'est tout expliqué en détail dans le PDF. Et puis surtout, l'idée, c'était de fournir une version de base, mais qu'après, les personnes allaient pouvoir s'approprier et vraiment l'adapter à leurs besoins en supprimant ou en ajoutant des questions. Donc ça explique comment on peut faire tout ça et faire évoluer l'outil vraiment à ses besoins. Donc voilà cet outil beaucoup plus opérationnel. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop perdu. Ah, Claire, on vous entend pas. Merci beaucoup, Aurore. Et n'hésitez pas, bien sûr, à voilà, poser vos questions. Encore une fois, hein, l'idée, c'était surtout de mettre en avant certains outils pour qu'ensuite vous puissiez vous les approprier, les utiliser. Mais ça nous semblait vraiment très intéressant voilà, de mettre en lumière ces différents outils. Je vais passer donc maintenant la parole à Mathieu Coumoul, donc, qui est chargé de projet biodiversité urbaine au sein de l'association des espèces par million. C'est vrai que lors du premier webinaire, on avait mis en avant la compétence de l'écologue. Là, vous allez avoir le témoignage d'une association de naturalistes, voir comment ils interviennent et puis surtout faire voilà, un petit focus sur un des programmes menés qui est La nature fait le mur. Je te passe la parole, Mathieu. Mathieu, je crois que tu as ton micro coupé. Merci. Je ne sais pas qui m'a dit ça, mais bien joué. De Désolé. rien, pas de souci. Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre attention. Donc, je m'appelle Mathieu Coumoul, je suis naturaliste à l'Association des espèces par million et chargé de projet de biodiversité urbaine, en effet. Donc, nous, pour replacer un petit peu ce qu'on fait à l'Association des espèces par million, on a vraiment une vocation déjà sociale, vraiment sur la sensibilisation. Donc, ça va être pas mal d'animation, de conférences, on intervient dans des écoles supérieures aussi, on fait des ateliers sur divers sujets. Mais il y a vraiment un gros pan, c'est sur l'implication en fait citadine. Et donc pour ce faire, on fait pas mal d'inventaires participatifs. Donc par exemple, on a pas mal bossé à l'échelle du premier arrondissement, qui est un arrondissement assez dense, mais sur lequel il nous paraissait intéressant justement d'avoir une idée un petit peu de ce qu'on pouvait voir. Et depuis 2018, on a référencé plus de 2000 espèces dans le premier arrondissement avec les habitants. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de développer à l'échelle des autres villes et des autres arrondissements, et de petit à petit avoir une idée davantage claire, même si au fur et à mesure, les données s'accumulent et ça fait plaisir. Et surtout qu'on est un petit peu à l'heure aussi des sciences participatives. Et aujourd'hui, en fait, n'importe qui peut apporter sa pierre à l'édifice avec des applications comme eNaturalist, par exemple, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc, on fait pas mal d'inventaires et de diagnostics de la biodiversité urbaine, soit de manière vraiment protocolaire de notre côté, soit en essayant d'inclure un maximum d'habitants et d'habitantes. Il y a aussi toute une partie en fait sur des innovations pour réinventer la ville. Ça va être pas mal de génie écologique et de renaturation des cours d'eau en centre-ville urbain dense. Donc là, sur l'image au milieu, vous pouvez voir, c'est à la Guillotière, hein. C'est tout simplement des gabions qui ont été lestés avec de la terre dans le Rhône. Et donc au départ, on avait planté, je crois, entre 8 et 12 espèces de plantes hélophytes, donc de plantes qui poussent les pieds dans l'eau.
Et puis maintenant, donc on l'a fait en 2018, on est à plus d'une centaine d'espèces de plantes et plus d'une centaine d'espèces animales, dont le castor qui passe régulièrement, la loutre qui a été aperçue, des reproductions de brochets. Donc voilà, c'est des chouettes projets. Et on espère pouvoir aller plus loin. En ce moment, on est en train de végétaliser les quais de plusieurs arrondissements dans Lyon, côté Saône cette fois-ci. Et que dire de plus? Voilà, c'est déjà ça. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. J'ai fait dans le désordre, mais j'imagine que c'est clair. Et donc, on a notamment dans nos projets en fait d'implication des habitants, au-delà vraiment des inventaires participatifs, on fait aussi pas mal de chantiers participatifs. Parce que c'est bien beau d'étudier la biodiversité, mais forcément, on s'est rendu compte qu'il y avait des gros manques en centre-ville urbain. Et des fois, en fait, c'est assez simple, du moins pour des espèces généralistes, de leur recréer un habitat ou un semblant de trame verte. Alors là, dans notre cas, on parle plutôt de trame verte en pas japonais, en fait, hein. C'est pas forcément une grosse forêt au milieu de la ville, mais ça va être plutôt un ensemble de squares, de jardins privés, de micro-implantations florales, de quelques petites plantes qui poussent par-delà les pavés. Et donc ça va nous permettre, pour certaines espèces en tout cas, de pouvoir passer d'un point A à un point B. Et donc ainsi, on a commencé à faire des haies champêtres en ville. On essaye d'en faire, on en fait plusieurs kilomètres par an. On fait aussi des mares. Et on a commencé je crois que c'était en 2021, à végétaliser des façades. Donc là, je vais vous présenter une démarche qui a été surtout sociale, à vrai dire, puisqu'on a végétalisé au total plusieurs centaines de mètres carrés de façades. Mais c'est mis bout à bout, en fait. À chaque fois, c'est des petits projets qui sont souvent compliqués à mettre en place parce qu'il y a plein de contraintes avec le bâti et que de base, en fait, c'est pas notre métier. Nous, on est naturaliste, mais on n'est pas forcément professionnel sur ces thématiques-là. En tout cas, les arguments mis en avant, c'était vraiment déjà l'embellissement du cadre de vie. Forcément, encore une fois, en ville, on a souvent affaire à des rues assez exiguës avec très peu d'espace en fait pour la végétalisation, hein. Vous l'avez en tête, hein, c'est des voitures garées, des tout petits trottoirs, etc., etc. Et donc, végétaliser des façades, ça nous paraissait important parce que ça prenait pas énormément de place et on avait vite quand même un effet sympa qui faisait plaisir aux gens. Donc ça, c'est vraiment pour le côté esthétique et cadre de vie. Après, il y a vraiment quelque chose au niveau de la chaleur. Alors là, je parle diminution des îlots de chaleur en été. Bon, les îlots de chaleur, c'est quand même quelque chose de compliqué. Toutefois, voilà, un chiffre tout bête, hein, on sait qu'une façade en plein soleil, une façade blanche, ça peut atteindre jusqu'à 70 degrés. Tandis que dès lors qu'on la végétalise, on atteint plutôt 35 degrés, donc on diminue de moitié, ce qui me paraît quand même intéressant. Au-delà de cela, forcément, la filtration des microparticules polluantes, donc ça, n'importe quel végétaux on est plus ou moins capable. Mais là, ce qui nous intéresse, ouais, c'est oasis de biodiversité, gîte et couvert garanti pour de nombreuses espèces. Un parallèle qu'on fait souvent, en fait, c'est que vous-même, quand vous prenez la route, vous aimez bien pouvoir vous arrêter à une station-service, manger un sandwich triangle et boire un café. Bon, on peut imaginer que pour un papillon, c'est un peu pareil. Quand il traverse la ville, il est toujours super heureux de voir un petit chèvrefeuille qui grimpe le long d'une façade et pouvoir se siroter un peu de nectar. C'est le même principe. Et après, pour ce qui est de la question de la longévité du bâti, diminution des chocs thermiques et hydriques. Alors ça peut souvent étonner parce qu'on a un peu forcément on a tous eu des mauvaises expériences avec du lierre ou autre qui déjà sur des murs vieillis va avoir un impact. Pour autant sur des surfaces qui sont faites pour et neuves, les végétaux naturellement vont ralentir le vieillissement, hein, pour des raisons évidentes. Déjà on parlait tout à l'heure de chaleur. Donc voilà un petit peu pour les intérêts, si je puis dire, d'une végétalisation de sa façade, pardon. Et donc là, c'est des questions qu'on aime se poser. Pour le coup, j'ai mis à toutes les échelles parce que là, forcément, c'est des questions qu'on se pose en tant qu'habitant parce que nous, quand on le faisait, c'était souvent avec des structures sociales, des habitants, des écoles, etc. Donc c'est pas forcément des trucs immenses, mais tout de même. Déjà, quel est l'objectif de la plantation? Est-ce qu'on veut couvrir un pignon de 25 mètres de haut ou est-ce qu'on veut juste décorer le tour de sa porte? Et est-ce qu'on a suffisamment d'espace au sol? Ça, c'est une bonne question. En fait, très souvent, encore une fois, je parle de la ville parce que c'est là qu'on est le plus souvent, mais on a des trottoirs souvent exigus. Il faut au moins 1,50 m pour que les PMR puissent passer. Donc, ça demande à ce que les fosses de plantation ne soient pas forcément toujours
énorme. Et donc ça, forcément, ça va avoir un impact sur le choix des végétaux qu'on va pouvoir planter, ça va avoir un impact sur l'entretien qu'on va pouvoir y réaliser. Pour autant, je sais que c'est le cas à Lyon et ça doit être le cas dans pas mal d'autres mairies, hein. Je sais qu'aujourd'hui, on propose carrément de décrouter le trottoir au pied des murs. À Lyon, ça s'appelle les micro-implantations florales. Donc, c'est pas encore quelque chose de totalement optimal parce que, pareil, ça reste souvent exigu. Pour autant, ça peut être amélioré, on va en parler. Attends, pardon, j'ai loupé une question. Est-ce qu'on intervient directement sur le périmètre de la ville de Lyon? On intervient sur le périmètre de la métropole de Lyon, plus précisément. Voilà. Ensuite, comment exposer mon mur? Quelle est la qualité de mon sol? Mon mur est-il abrité de la pluie? La qualité de mon substrat? Ça, c'est pareil, je ne vais pas tout vous détailler, mais vous imaginez bien que si vous êtes exposé sud et exposé nord, ça va être pas la même chose. Si votre sol, c'est juste du gravat, ou à l'inverse, un super sol très humifère, forestier, vous n'allez pas pouvoir planter les mêmes végétaux. Mon mur est-il abrité de la pluie? Alors, ça peut peut-être paraître bête comme question, mais mine de rien, c'est un cas qui se passe souvent, en fait. Voilà, il y a le toit juste au-dessus, ça fait admettons 30 centimètres et ça suffit, hélas, à ce que la pluie elle soit pas toujours efficiente. Et donc l'arrosage est très très limité de manière naturelle. Et donc ça vous oblige à être présent de A à Z pendant le développement de la plante. Et donc ça fait que l'installation n'est pas nécessairement pérenne. Pour autant, si on a des amis zingueurs, j'imagine que c'est plus ou moins possible de dévier une gouttière qui récupère les eaux pluviales et que plutôt que ça aille dans le tout à l'égout, on puisse la rediriger vers les plantes. Je ne sais pas d'un point de vue légal ce que ça vaut. En tout cas, c'est largement entendable. Et puis voilà, hein, je crois que j'ai fait le tour là sur les questions à se poser. Et voilà, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir accès à la terre, pourquoi pas en pot? Donc là, c'est une photo, on a fait, c'est sur, pour ceux qui connaissent un peu, Montée de la Grande Côte dans le premier arrondissement. Donc c'est quartier UNESCO, des rues très très minérales. On n'a pas forcément l'occasion de pouvoir faire un trou et y planter du lierre si facilement. Donc là, la question elle a dû se poser, comment on fait pour végétaliser ça? Bon, voilà, avec des bacs en terre, des bacs pardon, en bois, dans lesquels on met de la terre, qui forcément vont sécher assez vite. Et donc, ça va demander quand même pas mal d'eau, plus de paillage hein, pour éviter l'évapotranspiration. Les tips, c'est voilà, mettre deux pots pour un maximum d'isolation thermique. Mais je trouve ça toujours compliqué parce qu'effectivement, on a une croissance assez lente et limitée en fait, hein, parce que, comme vous le savez sans doute, le volume racinaire va avoir un impact sur le volume aérien des végétaux. Et donc, il y a Émilie Camus qui me pose la question, en pot, peut-on espérer végétaliser jusqu'à quelle hauteur la façade? C'est une excellente question, ça dépend de pas mal de paramètres. J'imagine que si on est assez intransigeant sur la quantité en eau, la quantité de nutriments qu'on va mettre dans le pot, on peut avoir des chouettes résultats. Mais encore une fois, je trouve ça limite. En tout cas, par contre, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la taille du pot? Il faut avouer que si on met un très gros pot, vraiment un gros bac, là déjà, ça peut devenir un peu plus intéressant. Encore une fois, la taille du pot va prédéterminer la croissance de votre plante. Et naturellement, plus votre pot est petit, plus le substrat va se sécher, plus vous interviendrez, moins la plante sera bien. Donc voilà, il y a tous ces détails à avoir en tête, sachant que chaque génétique est unique et que chaque espèce a une biologie différente et une croissance différente. Et d'ailleurs, toutes les plantes grimpantes ne sont pas forcément les bienvenues sur nos façades. Grand exemple, le chèvrefeuille du Japon, donc, qui, comme son nom l'indique, est exogène, il vient d'ailleurs, hein. Il a un statut, il est espèce toxique envahissante, non, espèce exotique envahissante, pardon. Et donc lui, on peut le retrouver un petit peu partout en bord de cours d'eau, mais surtout en fait chez les particuliers qui de base l'ont planté parce que c'est un chèvrefeuille très rustique, persistant, qui a une floraison avantageuse pendant très longtemps. Bref, pour autant, il est problématique et il va prendre le pas sur les autres espèces. Et hélas, c'est un peu un des seuls chèvrefeuilles commercialisés ou presque dans le commerce, donc ça arrive très vite de faire une petite bêtise et de le planter. Idem, la glycine, bon bah voilà, tout le monde la connaît, c'est génial, on peut même faire des beignets avec les fleurs, super. En revanche, d'un point de vue biodiversité, bon, on est sur l'accueil de quelques espèces d'abeilles éventuellement qui vont se nourrir de son nectar.
par rapport aux 1000 espèces d'abeilles qu'on a en France, ça reste jamais immense. Et puis surtout, en fait, la glycine, au-delà d'être très belle et de ne pas avoir un impact génial pour la biodiversité, faut pas oublier que c'est en fait un espèce d'arbre qui grimpe, quoi. Donc ça a une force de traction assez importante. Et donc, suivant les types de configurations que vous allez utiliser sur vos murs, ça va pas toujours être top top, hein. Ça finit par tout tordre et tout casser, quoi. C'est un peu un monstre sacré, la glycine, quoi. Plusieurs étages possibles, ou généralement on n'est que sur le rez-de-chaussée. Eh bien, c'est une excellente question, Émilie Camus. En fait, tu as des plantes comme la clématite blanche, Clématis vitalba, qui est une clématite que vous voyez un petit peu partout, poussée le long des rails des SNCF, dans les haies, potentiellement dans votre jardin. Elle atteint jusqu'à 25 mètres. Mais c'est une plante volubile, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de crampon. Il va falloir que vous lui fassiez un support si vous voulez qu'elle grimpe. Mais ouais, on peut imaginer en fait végétaliser entièrement des pignons avec des végétaux indigènes comme la clématite blanche. Donc Pascaline Aulagnier qui me demande, est-ce que vous commencez à modifier votre palette végétale sur Lyon du fait du changement climatique? Eh bien, oui et non. Non et oui. Je considère que la diversité génétique fait un chouette travail. Et par exemple, nous, avec les clématites, on travaillait pas mal à partir de graines. Donc, quand je mets 70 graines de clématite blanche, j'imagine que dans l'eau, je vais quand même avoir un individu qui va un petit peu sortir du lot et s'adapter aux éventuelles canicules qu'on peut avoir sur Lyon. Et puis, il y a aussi, par exemple, on va en parler tout à l'heure, mais la clématite flamette, qui est une petite clématite du sud qui pousse plutôt dans la garrigue, que potentiellement, dans certains cas de figure, je vais mettre, même si je suis à Lyon et que je ne suis pas totalement dans la garrigue. Pour autant, avec des espèces indigènes, pour le moment, j'ai des résultats assez chouettes. Donc, on modifie notre palette, mais pas tant que ça, finalement. On reste sur des essences locales, hein. Je ne vais pas les chercher dans l'Atlas ou en Afrique du Sud. Très étonné d'apprendre que certaines espèces classées espèces exotiques envahissantes sont en vente en jardinerie. C'est fou quand même. Ouais, c'est totalement fou. Et en fait, vous devenez un petit peu zinzin d'ailleurs quand vous commencez à vous intéresser à la question des espèces exotiques envahissantes, puisque vous apercevez qu'elles sont en vente partout, qu'elles sont plantées partout, et que même encore aujourd'hui, on continue de les implanter, alors qu'on sait qu'il y a des problématiques liées à ça. Pour autant, si vous, c'est pas forcément votre tasse de thé, la botanique, etc., il y a des associations naturalistes locales tout à fait qualifiées comme la nôtre, hein, mais il y en a encore tant d'autres, qui peuvent vous conseiller et même vous fournir des végétaux dans certains cas, hein. Nous, par exemple, on a une pépinière citoyenne dans le 9e arrondissement, et donc on propose des essences indigènes pour des projets de ce type. Et puis, on a aussi des sites internet de référence, je pense à Tela Botanica. Là, dès que vous mettez une plante, ils vont tout vous expliquer sur sa répartition, d'où elle vient, est-ce qu'elle est indigène, exotique envahissante, quel besoin elle a en eau, en ensoleillement, bref, c'est assez bien fichu. Et iNaturalist, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça c'est une application, une plateforme en fait de sciences participatives qui est valable dans le monde entier. Et donc là, avec une seule photo, l'intelligence artificielle va réussir à identifier votre champignon, oiseau, plante, ce que vous voulez. Et après, il y a des gens, experts ou non, qui vont venir valider oui ou non votre donnée. Donc ça va vous donner une grille de lecture aussi très fine sur les plantes que vous avez en face de vous, ce que vous pouvez planter, et rien ne vous empêche après de vous renseigner sur le net, en fait. Voilà. Et donc, on a travaillé sur une palette végétale adaptée. Là, j'ai pas tout mis, j'ai mis les plantes qu'on peut utiliser principalement. Donc voilà, on me demandait si je changeais la palette par rapport au fait que Lyon était de plus en plus chaud. Non, par contre, j'essaye d'être pertinent au max quand je vais étaler d'une façade, si je veux que ça soit pérenne, encore une fois. Donc sur des milieux frais et humides, par exemple, donc là, je pense à des cours de copropriété avec pas mal d'étages où on se retrouve vite dans des endroits où il n'y a pas énormément de lumière, mais pour autant, on peut bénéficier d'une hygrométrie importante et puis surtout de la collecte des eaux pluviales. Donc là, je pense au chèvrefeuille des bois qui, comme son nom l'indique, va plutôt pousser en sous-bois, donc encore une fois, à l'ombre d'un bâtiment. Pourquoi pas? Alors attention avec les noms communs. Par exemple, le rosier des haies pousse en fait que dans les plutôt en forêt et inversement. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça. C'est pas toujours valide ce que je vous raconte sur les noms communs. En tout cas, ce chèvrefeuille des bois est intéressant pour des situations ombragées. Et puis une plante que vous connaissez sans doute bien, le houblon, hein, dont les inflorescences nous aident à aromatiser la bière. Là, c'est pareil, c'est une plante qui est super intéressante, qui est herbacée, qui se développe à l'aide d'un rhizome, donc qui disparaît totalement
la partie aérienne hein, pendant l'hiver. Mais par contre, par an, bon, bah, à chaque fois, en fin de saison, votre houblon, s'il est bien arrosé, si le substrat est assez riche en azote, puisqu'on est vraiment sur une plante qui est nitrophile, qui adore l'azote, on peut espérer végétaliser jusqu'à 10 mètres de façade. Donc là, pareil, le chèvrefeuille et le houblon, ce sont des espèces qui sont volubiles, qui vont avoir besoin d'un support pour grimper. Elles ne pourront pas grimper sur un mur nu. C'est un peu tout l'enjeu aussi des façades végétalisées. Pareil pour les tout-terrains, là, c'est plutôt les plantes qu'on va pouvoir planter à Lille, comme dans le sud de la France, ou presque. Donc la fameuse clématite blanche dont je vous parlais tout à l'heure, la clématite des haies, c'est pareil, qui atteint jusqu'à 25 mètres de hauteur. Et pareil, qui est une nitrophile qui adore l'azote. Donc les trottoirs souvent fréquentés par, hélas, des crottes de chiens et des pipis incivils, bah, mine de rien, en fait, ça va lui plaire à la clématite, ça la dérange pas trop. Et puis après, si on est sur des façades végétalisées plus restreintes, où là, encore une fois, on est plus sur des encolures de porte ou autres, on a le liseron des haies, qui est pareil, qui est un ami de l'azote et du nitrate, et qui peut même pousser sur des sols très tassés, donc des sols, en fait, qu'on a, encore une fois, l'occasion de rencontrer en ville. Et puis pour nos amis qui habitent plutôt sur le pourtour méditerranéen, on n'est pas en reste puisqu'on a la clématite flammette, qui est beaucoup plus petite que la clématite blanche que j'ai présentée précédemment, et qui, elle, va atteindre max, je dirais, 2-3 mètres, et encore. Et le chèvrefeuille des Baléares, lui, c'est carrément un chèvrefeuille qui a presque des feuilles comme une plante grasse, hein, et qui supporte très très bien la dessiccation que vous pouvez que vous pouvez planter, pardon, en plein soleil. Et je reviens un petit peu en arrière pour les tout-terrains. Il y a une plante que j'ai pas présentée, c'est le lierre. Donc c'est vraiment la plante que, pareil, vous connaissez tous, qui peut être super intéressant si on n'a pas envie de s'embêter à mettre des systèmes de câbles ou d'accroches particulières sur un mur nu, pourvu qu'il soit sain. Là, il n'y a aucun problème, le lierre peut se développer, mais on veillera à ce qu'il n'atteigne jamais la toiture, hein, puisque une fois qu'il se retrouve avec la gouttière, avec les tuiles, là, il peut faire des gros dégâts. Mais ça reste quand même une des plantes les plus intéressantes qu'on puisse avoir, puisque déjà on a une longévité exceptionnelle, hein, de l'ordre de plusieurs siècles, qui dépassera peut-être le bâtiment. Et puis on a une floraison en fin de saison qui va attirer pas mal d'espèces pollinisatrices. Et puis ça va être des fruits pendant tout l'hiver pour pas mal d'oiseaux. Et ça va vraiment faire des touffes denses. Je vais vous montrer une photo à la fin, mais ça peut être vraiment très intéressant sur une façade le lierre grimpant, suivant les cas de figure. Et puis, je finis avec quelques vivaces, hein, le pois de senteur, pareil, qui va être 1 mètre, 1,50 m, 2 mètres dans les meilleurs cas, mais qui est intéressant parce que là, on est sur des vivaces ou des herbacées annuelles. Bon, bah voilà, un pois de senteur, vous plantez le petit haricot dans la terre. En quelques mois, vous avez une tige de 2 mètres. Ça peut vous aider pour l'acceptation un petit peu sociale du projet. Et puis sinon, la brionne commune, pareil, encore une fois, une plante nitrophile qui va, elle, pouvoir atteindre jusqu'à 3-4 mètres si tout se passe bien, qui se développe dans un espèce de gros bulbe comme une mandragore pour ceux qui ont vu Harry Potter. Voilà pour quelques plantes que je peux vous présenter. Et puis, nous, ce qu'on aime bien faire à l'association, et je pense qu'on n'est pas les seuls, c'est illustrer un petit peu les espèces qui vont avoir des liens avec les plantes qu'on va planter. En fait, finalement, c'est comme si on distribuait pas, on vendait pas une plante, mais on vendait avec en fait tout un lot d'espèces qui peuvent potentiellement venir. Donc là, en rapide, le houblon, il faut savoir que c'est la plante hôte, notamment d'un papillon qu'on appelle le Robert le Diable, là, que vous voyez en haut à gauche, et du paon du jour. Donc c'est des chouettes papillons qui vont aussi pondre sur l'ortie d'ailleurs, mais qui peuvent pondre sur le houblon. Et en fait, plante hôte, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est une plante qui va être nécessaire, voire indispensable au développement d'un insecte. Donc là, dans le cas du Robert le Diable et du paon du jour, c'est la chenille qui va effectuer en fait tout son cycle en se nourrissant des feuilles du houblon notamment. On va retrouver la même chose avec le sphinx du liseron, qui a un gros papillon nocturne bien sympa qui va se nourrir donc au stade larvaire des feuilles. On a encore la même chose avec l'azuré porte-queue et les pois de senteur, là que vous voyez un petit peu au milieu. Et puis après, je vous parlais tout à l'heure du lierre et des rats helix. Donc là, grand fan de lierre, la fauvette à tête noire, vous la voyez presque tout le temps, dès lors qu'on a un gros bosquet de lierre, puisque ça va être une grande amatrice de baies de lierre. Et puis une petite abeille bien sympa, hein, la colette du lierre, qui elle, en fait, elle est oligolectique sur le lierre. Ça veut dire que vraiment, les huiles essentielles, etc., produites par le nectar du lierre,
lui sont indispensables pour son développement. Et donc, vous ne voyez cette abeille à l'âge adulte que à la période de floraison du lierre. Donc là, c'est vraiment des relations très très étroites, hein. Pour ce qui est des chèvrefeuilles des bois, eh bien, on a le sphinx gazé, qui est un joli papillon, pareil, qui va pondre sur le chèvrefeuille. Les chenilles vont se développer en se nourrissant des feuilles du chèvrefeuille. Et puis, pourquoi pas aussi la grive musicienne, hein, qui va se nourrir des baies du chèvrefeuille. Alors, le chèvrefeuille, pour le coup, petite anecdote, bon, ça reste une plante quand même dont les baies peuvent être pas mal toxiques, hein, suivant les cas de figure. Donc, à prendre en compte. Idem pour la brionne, hein, qui est aussi une plante dont les fruits sont très toxiques pour le coup. Et elle, pareil, elle va avoir une espèce d'abeille, l'andrène de la brionne, qui va se nourrir uniquement de nectar de brionne. Et on a même une coccinelle, là, cette fois-ci, qui se nourrit uniquement de feuilles de brionne. Donc, on n'a pas que des coccinelles qui mangent des pucerons, on a aussi des coccinelles qui se nourrissent de champignons et qui sont ici, là, carrément phytophages, qui se nourrissent de plantes. Et puis, sur les clématites, pour finir, on va avoir par exemple le teckel du bouleau, qui est un joli papillon. Et lui, il s'appelle teckel du bouleau, mais en réalité, il pond quasiment jamais sur le bouleau. En revanche, vous pouvez le voir pondre sur la clématite. Et puis là, c'est un petit exemple. J'ai mis un cirfe à côté, qui est une mouche qui est nectarifère, qui imite les abeilles globalement. Là, pareil, sur des plantes comme ça qui vont produire beaucoup de fleurs, vous pouvez être très très surpris du nombre de visiteurs, de pollinisateurs par jour. Par exemple, j'avais lu une étude sur le chèvrefeuille, c'est 2000 pollinisateurs par jour d'une centaine d'espèces. Donc je ne sais plus non plus dans quel cadre, mais voilà, ça donne un peu une idée de ce qu'on peut attirer sur une façade végétalisée, en fait. Ça peut être assez important. Après, effectivement, il faut changer d'échelle. On n'accueille pas souvent un grizzly sur une façade végétalisée, mais voilà, il va falloir se contenter de fauvettes à tête noire et de pollinisateurs en tout genre. Et donc, pour présenter le kit, nous, c'est ce qu'on a utilisé. Voilà, c'est de la quincaillerie, c'est pas forcément passionnant, je vais pas y passer 1000 ans, mais c'est globalement tous les outils dont on a besoin pour faire des façades végétalisées, donc avec des câbles. Et donc, au pied, je vais faire une fosse de plantation et y planter une grimpante. Donc, en fait, la grimpante, elle va se développer sur le câble que je vais tendre et non pas sur la façade. Donc, ça aussi, ça a un intérêt, c'est que théoriquement, on n'abîme pas la façade avec les plantes, quand bien même on s'est bien renseigné sur la nature des trous qu'on va faire avec le perforateur et est-ce que ça aura un impact sur l'isolation. Donc là, ça demande quand même d'avoir des petites billes un peu. Et ce qui est chouette aussi avec ce type de structure pour faire pousser les végétaux, c'est que le développement de votre plante est déjà prédélimité en fait, puisque la plante, elle ne peut pas aller au-delà du câble, elle ne va pas pouvoir grimper sur le mur nu. C'est assez arrangeant. Et donc j'ai une question, est-ce que le lierre peut aussi s'accrocher à des clôtures pour végétaliser rapidement? Oui, tout à fait. Le lierre, il est assez costaud. Accrochage par câble possible sur mur empilé, ça c'est une très bonne question, je l'ai déjà expérimenté. Bon, bah, inutile de vous préciser que c'était un peu l'enfer. Mais encore une fois, moi je suis pas un bricoleur, je suis pas très fort avec une perceuse et tout un tas de matériel. Donc on avait fini par réussir en fait en mettant les chevilles, en les calant avec des petits bouts de bois, des trucs. Ça vaut ce que ça vaut, mais sur des petites installations, pourquoi pas? Et encore une fois, si on met pas des plantes qui sont vraiment costauds, parce que comme la glycine dont je vous parlais tout à l'heure, ou même des plantes alimentaires, hein, dont j'ai pas parlé, mais la vigne, le kiwi, les courges, ça peut être des plantes que vous pouvez mettre, qui peuvent courir sur une façade si vous leur tendez des câbles. Voilà. Là, c'est quelques petits exemples. Donc, sur la première photo, en haut à gauche, c'est quelques câbles qui ont été tendus. Et donc là, le béton, en fait, il a été découpé sur une largeur de 20 centimètres. Donc, c'est très, très peu. En plus, le trottoir est un peu en pente. Donc, en fait, avec la pluie, ça ruisselle jamais trop, trop dans la fosse de plantation. Donc, encore une fois, ça demande pas mal d'implication de la part des habitants. Ça demande de ne pas avoir d'incivilité, ce qui est, on ne peut pas le garantir, ça en fait. Je ne sais pas pourquoi les gens adorent décrocher les plantes des supports. Sinon, à côté, là, on a fait dans un square à Villeurbanne, en partenariat avec une association de fresquistes, de peintres, Muse Mural Media pour les citer. On a fait des différents concepts en fait. Donc eux, ils font des fresques, des fois de grande taille, hein. Et nous, en fait, on va installer des câbles et faire pousser par exemple du houblon dessus. Ce qui fait qu'en fait, la façade est totalement invisible pendant l'été quand le houblon pousse et qu'il y a des feuilles. Et il va disparaître totalement pendant l'hiver. Et là, il va laisser place à la fresque. Donc ce qu'on trouvait sympa dans l'idée, c'était que déjà, c'était un peu vivant. Et surtout, en fait, les fresques, elles vieillissent pas très bien quand elles sont exposées au soleil, etc. Donc c'est cool si elle peut être abritée par des plantes pendant l'hiver.
Après, là, on a un autre exemple, donc pareil, hein, c'est pas ragoûtant. Regardez, c'est une superbe cour avec son bambou en plastique et ses poubelles. Pour autant, il n'y avait pas trop de solutions, mais très rapidement, en plantant quelques câbles, là c'est au bout de 3 mois, je crois, hein, on a du chèvrefeuille des bois et de la clématite qui tirent leur épingle du jeu et qui commence à se développer. Et rien n'empêche de planter d'autres câbles, hein. Et là, la dernière photo tout en bas, c'est carrément du lierre sur un pignon. Là, c'est pas nous hein, qui l'avons mis, c'est à l'ENS de Lyon. Et en fait, on se retrouve avec, comme vous pouvez le voir, plusieurs mètres totalement végétalisés. Et là, ça se voit peut-être pas sur la photo, mais c'est vraiment épais, quoi. Là, avec ce type d'infrastructure, on nourrit plusieurs familles d'oiseaux et des milliers d'arthropodes en tout genre. Donc ça peut être super intéressant de le lire, encore une fois. Place aux questions, hein, je sais pas combien de temps ça a duré mon blabla, mais j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, Mathieu. Passionnant, effectivement. Et bon, on a déjà pris quelques questions là pendant l'intervention. Donc, ce que je propose, c'est de passer la parole à Joanie Callot. Mais bien sûr, n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires à les poser dans le chat. Et donc, Joanie, bah, je te passe la parole pour présenter le retour d'expérience Velanova à Machi. Et je te laisse m'indiquer si Oui, tu souhaites partager toi-même l'écran. ça te va si je partage? Ouais, pas de souci. Du coup, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Je vais enlever ça. Eh bien, bonjour à tous. Merci à Mathieu et Aurore d'avoir présenté leur sujet. C'était très intéressant. De mon côté, je vais vous présenter le projet, un petit peu un retour d'expérience sur le projet Vela Nova, donc à Machilly, en Haute-Savoie. Donc, je vais vous faire un petit peu la synthèse de ce projet d'aménagement du quartier de la Gare à Machilly. Rapidement, je vais vous présenter un petit peu le projet dans son ensemble pour que vous ayez un petit peu une idée d'à quoi ça ressemble. C'est un projet d'aménagement qui date de 2020, enfin, avant 2021 et le permis de construire a été accordé en juin 2021 avec un démarrage de démolition en 2021 et une fin des travaux qui est prévue en 2024. Donc, je reparlerai un petit peu par la suite. Euh, c'est Ogic qui porte le projet et qui a travaillé avec la mairie de Machilly afin de déposer ce permis de construire pour la construction de trois nouveaux bâtiments sur le ténement d'une ancienne usine. Et donc ce projet, il comprend 44 logements avec des commerces en rez-de-chaussée, donc qui sont une boulangerie et un cabinet médical. Et bon, au niveau des parkings, du fait de la nature instable des sols, ils ont été ils n'ont pas été intégrés en sous-sol, mais il y a un chemin piétonnier qui a été imaginé pour les usagers, avec une moue paysagère qui traverse le projet un petit peu sur toute sa longueur. Donc, vous pouvez voir sur l'illustration, c'est la zone, c'est le périmètre qui est entouré en rouge. Et voilà, ce projet de logement-là, il s'inscrit dans une dynamique voilà, de redynamisation de cette ville-là et de son agglomération. D'ailleurs, je crois qu'on a des personnes d'Annemasse, de l'agglomération d'Annemasse qui sont présentes, donc on en passe le bonjour. Et donc voilà, on a aussi un travail qui a été fait sur la voirie, donc avec une route qui servira, qui a été déplacée afin de permettre un meilleur accès aux nouvelles habitations, une circulation autour de la gare qui est également retravaillée pour favoriser voilà, les modes de transport doux, que ce soit piétons, cyclistes ou les transports publics. Et au niveau des personnes avec qui on a interagi, on a donc l'assistance à la maîtrise d'ouvrage de chez Ogic, les architectes de chez Unanime, les paysagistes pardon, d'Arter et le bureau d'études de Alverde pour la mise en place du projet paysager. Et voilà, ce projet, il est ambitieux sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan social, on le verra par la suite. Il a visé la labellisation Biodiversity, et donc Etamine a été sollicité pour l'accompagnement d'Ogic tout au long du projet, en commençant par la réalisation d'un diagnostic écologique en 2021. Voilà pour l'introduction sur le projet. On va rentrer un petit peu dans les détails. Donc,
Je vais commencer par vous présenter rapidement voilà, l'expertise écologie chez Etamine, qui est ma société. Enfin, pas la mienne, mais la société dans laquelle je travaille. Je vais vous présenter le label Biodiversity également rapidement. Ensuite, on parlera un petit peu du diagnostic écologique et voilà, quelles préconisations on a pu faire pour ce projet-là. Viendront les réponses du projet Velanova aux enjeux du site. Et on parlera un petit peu des limites et apports de ce label Biodiversity. Pour commencer, Etamine, voilà, une société coopérative dans laquelle je travaille depuis 2 ans. Donc moi, je suis chargé d'études écologue. Je fais partie du pôle biodiversité qui a été créé en 2017. Mais en fait, Etamine, c'est tout plein d'expertises qui sont complémentaires et qui répondent aux enjeux de notre siècle, que ce soit sur la performance énergétique, sur le bas carbone, sur le confort et la santé, mais voilà, aussi, comme je l'ai dit, sur la biodiversité. Il y a 90 salariés dans 6 agences en France pour tout Etamine. Et on traite voilà, de la qualité environnementale du bâtiment. Le pôle biodiversité, donc c'est 2 écologues lyonnais, 4 écologues parisiens, avec une zone d'action sur la France métropolitaine. Donc on est une petite équipe très jeune, en voie de développement, mais voilà, on s'entend super bien, donc c'est génial. Au niveau de nos missions, on va réaliser tout plein de diagnostics écologiques de différentes typologies, que ce soit des diagnostics flash, ponctuels, 4 saisons, voire sur plusieurs années. On va également faire de l'accompagnement en conception, des suivis de travaux, dans le cadre ou non de l'obtention de labels, qui soient Biodiversity, HQE, BREEAM et Finature, voilà, il en existe beaucoup. Et on va également proposer de l'accompagnement et de la sensibilisation autour de ces projets-là, soit avec les usagers ou justement toute la maîtrise d'ouvrage. Euh, donc on est spécialisé dans l'accompagnement pour l'intégration des enjeux environnementaux dans les projets du bâtiment. Globalement, soit on va travailler avec nos collègues côté bâtiment qui vont intégrer nos missions dans une expertise globale pour le suivi d'un projet volontaire ou dans le cadre de certification. Soit on ne dépend pas d'eux et on va proposer notre expertise écologique directement pour des suivis de projets, de rénovation, de construction hors certification. Ou alors juste avec une expertise de terrain qui commence par la rédaction d'un diagnostic écologique euh, sans forcément d'impact sur les milieux. Et donc avec des diagnostics Fun Flore Habitat, qui soient 4 saisons ou non, comme je l'ai déjà évoqué. Pour résumer, quoi qu'il arrive, on va toujours commencer avec une analyse bibliographique des données existantes sur le site. Ensuite, on va faire un ou plusieurs passages sur le terrain, généralement au printemps, qui est la période la plus favorable pour pouvoir observer des espèces. Ensuite, selon le projet du commanditaire, s'il y a un projet, on va faire un suivi de la conception. Donc, on va interagir, comme je l'ai évoqué, avec les paysagistes, les architectes, puis un suivi de travaux en phase réalisation. Parfois, ça va plus loin avec des suivis naturalistes après la livraison. Mais notre mission, elle peut s'arrêter quand même après le rendu du livrable qui intègre le diagnostic écologique. Rapidement, sur le label Biodiversity, c'est un outil d'évaluation et de valorisation de la prise en compte de la biodiversité dans le bâtiment. Pour vous donner un peu de contexte, ça a été créé en 2010 et démocratisé en 2013 par le CIBI. Donc, qui part d'un constat, c'est que la biodiversité, voilà, à l'échelle de l'immobilier, elle existe, mais qu'il y a quand même une absence d'outils vraiment spécifiques dédiés au milieu urbain et à ses enjeux, qui soient sociétaux, thermiques, biophiliques, d'agriculture urbaine. Et donc, voilà, ils ont créé cet outil innovant qui permet vraiment d'intégrer toutes les composantes de la biodiversité dans les projets urbains et pour tous les acteurs de la ville. Ça permet de poser vraiment un cadre technique qui va orienter et permettre d'évaluer les projets. Au niveau des acteurs, voilà, sur l'ensemble de l'obtention du label, on va avoir tout d'abord les porteurs de projets, donc la maîtrise d'ouvrage. Ici, pour le projet de Velanova, c'est Ogic qui a porté le projet avec la commune de Machilly. Ensuite, on a l'évaluateur donc, qui va, lui, être en charge de toute la réalisation voilà, du montage du dossier, la récolte des preuves, le diagnostic écologique,
la mise en place des préconisations, tous ces suivis-là. Donc, dans ce cadre-là, ça va être nous, Étamines, qui avons évalué ce projet-là. Un vérificateur qui va, quant à lui, plutôt évaluer la qualité voilà, du dossier et qui va voilà, étudier sa conformité vis-à-vis voilà, du label. Et enfin, voilà, le CB, donc, qui est le propriétaire de la marque, qui délivre le label, qui est en fait une sorte qui va apposer son tampon sur les projets. Pour vous parler une minute du label un petit peu en détail, le label Biodiversity Construction, c'est un label qui est découpé en 4 axes, qui intègre un grand nombre d'actions et d'objectifs. Et donc le premier axe, ça va être un axe plutôt orienté vers la maîtrise d'ouvrage, donc qui se doit de s'engager, de connaître, voilà, de connaître ce à quoi il s'engage, la biodiversité et un petit peu les enjeux qu'on a en milieu urbain. L'axe 2, ça va être orienté surtout sur voilà, le projet en lui-même et son parti biodiversité au niveau de la conception, une conception vertueuse des bâtiments et des espaces extérieurs. L'axe 3, ça va être vraiment celui du potentiel écologique. Donc, c'est là où, en fait, l'écologue assesseur, il va calculer, en fait, grâce aux surfaces, à la fonctionnalité, à la capacité des habitats qui sont créés, qui va calculer le potentiel écologique de la parcelle après le projet. Donc, il y aura un avant-après qui est fait. Et enfin, l'axe 4, c'est plutôt l'axe des utilisateurs, où, en fait, c'est tous les bénéfices qui sont voilà, tirés par les usagers et par les riverains, avec les aménités créées, les services rendus, qui soient, comme l'a évoqué tout à l'heure Mathieu, tout ce qui est voilà, îlot de chaleur urbain, voilà, des relations avec les usagers. On va pouvoir passer maintenant au diagnostic écologique un peu plus en détail. Donc, rapidement, un petit peu de méthodologie, de contexte, voilà, et les inventaires qui nous permettent de dégager des enjeux et qui amènent ces enjeux-là à des préconisations. Au niveau de la méthodologie, ce qui est vraiment important, c'est de prendre en compte l'état initial, d'arriver sur site avant toute intervention de quelconque entreprise de travaux, d'abattage d'arbres ou autre, pour vraiment avoir le site en tant que tel, même s'il peut paraître bon, voilà, peu intéressant aux yeux de certains, nous, on va toujours y trouver des choses à valoriser. Et donc, on commence par faire une analyse du contexte écologique et paysager. Donc, c'est une analyse bibliographique qui se base sur les bases de données voilà, vous commencez à être familier avec ces bases de données, qu'elles soient l'INPN ou Géoportail, par exemple. Ensuite, on va faire comme je l'ai évoqué, un ou plusieurs passages sur le site, pour faire des inventaires Faune, Flore, Habitat. Ces inventaires, ils vont nous permettre de déterminer les enjeux qui amènent eux-mêmes des préconisations, des préconisations. Pour notre site en particulier, on a un contexte écologique qui est très riche, on va le voir. C'est une opération qui est située en centre-ville de Machilly, dans un secteur qui est peu urbanisé, avec des espaces verts et des zones agricoles qui sont largement représentées aux alentours, comme on peut le voir avec les illustrations, donc des milieux boisés et ouverts. Un contexte écologique proche du site qui apparaît par conséquent riche en espaces favorables, car pas forcément énormément bâti, et présentant des continuités paysagères intéressantes, pouvant servir par exemple pour le support, voilà, de support pour le déplacement des espèces. Mais on a quand même quelques éléments fragmentants, que ce soit voie routière, voie ferrée, une matrice urbaine qui limite voilà, les possibilités d'échange. Au niveau du contexte écologique régional et même local, on a quand même des nombreux espaces protégés et réglementés à proximité. On peut le voir sur la cartographie, on a de nombreuses SNIEF à proximité, donc qui sont des réservoirs de biodiversité et, très riches. On a aussi une trame verte et bleue bien développée à proximité et de nombreuses continuités écologiques. Ici, je vous ai mis une illustration du lac de Machilly qui se trouve en fait à quelques centaines de mètres de notre projet. Pour que vous ayez un vue d'ensemble sur le périmètre un peu plus restreint du projet, voilà une photographie aérienne avec une emprise approximative du projet. On peut voir que le site il est voilà, majoritairement bâti et imperméable, donc très entreprisé.
avec peu de structures végétales. Donc, c'est un peu paradoxal. Nous, potentiellement, on va observer moins d'espèces, on va dire, patrimoniales, puisqu'on est quand même dans un contexte urbain. Mais ce qui est intéressant, c'est que le projet en lui-même, voilà, on va pouvoir faire, on va avoir de nombreux leviers, puisque ce site-là, on est capable de le valoriser avec, voilà, en recréant des espaces de pleine terre et des structures végétales intéressantes. Au niveau des principaux habitats, comme on a pu le voir avec la diapositive précédente, on a globalement sur site une majorité de sols imperméables et de bâtis avec interstices. Le bâti qui est en fait l'ancienne usine. Une friche herbacée qui borde le talus SNCF et quelques arbres, quelques arbres. Sur les enjeux qu'on a pu dégager de ce site-là, les principaux enjeux, ça va être la présence de passereaux communs qui sont pour certains protégés. Donc, on a une potentielle nidification de ces espèces-là qui n'a pas été avérée suite à nos passages sur site. On a une absence de chiroptères, que ce soit au niveau des enregistrements ultrasons qu'on a pu faire, mais aussi des prospections à vue. On a peu d'enjeux floristiques, comme on a pu le voir, il y a pas énormément d'espaces verts, ce sont des friches, des friches. Mais on a quand même quelques arbres qui sont des sols, des peupliers. Et enfin, on a un enjeu aussi sur les espèces exotiques envahissantes, puisqu'on a noté la présence de Prunus loricerasus, le laurier palme, et les lentes altissima. On va pouvoir passer aux préconisations. Ces préconisations-là, elles répondent pour certaines aux objectifs du label Biodiversity. Mais nous, en général, on essaye d'aller plus loin et de proposer voilà, des mesures qui sont complémentaires à ce label et d'être exigeants en fait, sur la qualité des espaces, notamment des espaces extérieurs qui vont être proposés par le projet paysager. Donc, on a identifié plusieurs objectifs pour ce projet-là. L'objectif premier, c'était l'amélioration de la qualité des espaces paysagers. Donc, on a préconisé d'avoir une palette végétale qui présentait un pourcentage d'indigénat à la région biogéographique. Donc là, on parle des Alpes, euh, de 80%. Sachant que dans le label biodiversité, en fait, on va avoir deux paliers. C'est le palier de 70% qui est atteignable assez facilement, le palier de 95% qui, lui, en fait, va être un peu plus compliqué à atteindre puisque, en fait, selon les fournisseurs, il n'y a pas forcément on n'est pas forcément, on peut pas forcément trouver toujours les espèces qu'on veut, en tout cas que les paysagistes veulent, et ils ont quand même assez souvent des petites exigences, ils ont quand même souvent envie de proposer des espèces horticoles. Bon, on essaie de faire des concessions aussi là-dessus. Il y a un travail avec le label végétal local qui a été préconisé, mais également avec des pépinières locales. Le deuxième objectif, ça a été d'améliorer la fonctionnalité écologique du projet. Donc, on a préconisé la mise en place d'aménagements pour la faune, on en parlera plus tard. De diversifier au maximum les strates végétales dans les habitats créés. Donc, ici, on parle des strates, qu'elles soient arborées, arbustives, herbacées hautes ou basses, et la strate finale qui est généralement présente naturellement. La végétalisation d'une partie des façades. Petit clin d'œil à Mathieu, voilà. Pour le coup, nous, on a proposé deux espèces sur site. Une qui était indigène, donc c'était le Lonicera caprifolium que tu as évoqué, et une espèce un peu plus ornementale qui est Trachelospermum jasminoides. Euh, des structures végétales également en support de vie, avec, voilà, qui peuvent servir pour l'alimentation, le refuge, la reproduction. On le verra par la suite, mais voilà, il y a beaucoup d'espèces fructifères, granifères, ou mellifères pour les pollinisateurs. Donc voilà, on a essayé de faire un travail sur la palette végétale. Sur l'objectif numéro 3, ça a été vraiment de limiter les nuisances sur la faune et la flore. Donc ça, c'est notamment en phase chantier et en phase exploitation. L'idée, c'était vraiment d'adapter au mieux le planning de démolition, et notamment voilà, le planning, donc notamment la démolition, l'abattage, les terrassements, qui ont été faits en dehors des périodes de sensibilité des espèces.
Sur les périodes de sensibilité, j'ai mis le tableau au-dessus. C'est un tableau qui est à titre indicatif. Mais globalement, on est sur des périodes de avril à août, mais ce n'est pas valable forcément pour toutes les espèces, puisque pour le coup, les chauves-souris ont, elles, une période de sensibilité qui est assez étendue sur l'année. Un autre enjeu, ça a été de limiter la pollution lumineuse. Nous, globalement, on préconise des éclairages vers le bas, une température d'éclairage qui éclaire plutôt dans des lumières chaudes. On parle d'environ 3000 Kelvin, en tout cas en dessous de 3000 Kelvin, et une extinction en fait totale de 23h à 7h pour respecter tout ce qui est voilà, la trame noire. Ensuite, on a une lutte, donc ça c'est surtout en chantier, contre les espèces exotiques envahissantes avec un suivi sur la phase chantier et à la livraison. Une réduction des risques liés aux façades réfléchissantes ou transparentes. Donc là, on va parler plutôt des enjeux de collision d'oiseaux avec les surfaces vitrées ou autres. On a des surfaces qui ne sont pas vitrées, mais plutôt métalliques, et qui sont très réfléchissantes. Donc là, ce qui est préconisé, c'est un pourcentage de réflexion de la lumière extérieure qui doit être inférieur à 15% pour éviter qu'en fait, ça fasse un effet miroir et que les oiseaux pensent que c'est un endroit dans lequel ils peuvent aller, ce qui reflète les espaces verts. Et également, ce qui est préconisé et ce qu'on fait tout le temps, c'est voilà, limiter au maximum les grandes surfaces vitrées, donc les baies vitrées par exemple, et de proposer des pare-soleils extérieurs. L'objectif numéro 4, ça a été de mettre en place un plan de gestion écologique et différencié pour ne pas, entre guillemets, gâcher tout le travail qui a été fait sur la palette végétale et sur la création des habitats, et faire en sorte, en fait, que la diversité végétale puisse s'exprimer correctement. Donc là-dessus, on ne va pas vous la refaire. Vous connaissez déjà à peu près les bases, mais zéro produit phytosanitaire, une fréquence de tonte adaptée pour les espaces de pelouse, une fauche différenciée pour les espaces plutôt prairiaux, un arrosage adapté, une valorisation de la matière organique, que ce soit les produits de taille ou les produits de tonte, enfin les résidus de taille ou de tonte, et une gestion vertueuse des terres excavées. Ça, c'est aussi un enjeu, ça aussi, c'est un enjeu qui est pris en compte par le label Biodiversity. Mais en fait, l'idée, c'est de limiter au maximum les échanges de terres entre les chantiers et de faire avec des terres végétales qui sont, on va dire, locales, ou en tout cas qui viennent de pas forcément très loin et qui proviennent pas de terres agricoles. Donc, on va pouvoir passer un petit peu à l'aspect qui nous intéresse. Voilà, les réponses du projet en fait à ces préconisations et ces enjeux qu'on a dégagés. Ici, je vous ai rapidement présenté un petit peu les phases clés et les jalons un petit peu d'un projet qui va se passer généralement sur plusieurs années. Nous, en fait, les phases où on va le plus interagir avec la maîtrise d'ouvrage et les concepteurs et autres, ça va être la phase PC, donc permis de construire. L'idée, c'est de réaliser le diagnostic écologique en amont de cette phase PC pour vraiment intégrer tous les objectifs biodiversité dans les pièces du permis de construire. La phase conception est également une phase clé puisque c'est là où en fait on va avoir tous les allers-retours avec les paysagistes, les architectes, des ateliers de travail qui vont permettre en fait d'intégrer au mieux les objectifs biodiversité dans les cahiers des charges qui vont en fait servir aux entreprises de travaux de bien mettre en place nos préconisations. Et on a aussi en fait une interaction avec les lots façades, donc pour tous les enjeux de collision d'oiseaux, avec les surfaces vitrées. Les lots électricité, donc ça c'est plus pour l'éclairage des espaces extérieurs. Et le lot étanchéité, là c'est plutôt vis-à-vis des toitures végétalisées, puisqu'on le verra, mais le projet a proposé sur les 3 bâtiments des toitures végétalisées. On a aussi une intégration de beaucoup d'éléments dans la charte chantier. Et en fait, pendant la phase chantier, c'est aussi une phase clé puisque on va suivre en fait tous les différents sujets qui soient relatifs aux espèces exotiques envahissantes, aux pièges à faune en chantier, à la protection des aménités, donc voilà tout ce qui est arbres conservés et autres, mais aussi aux éclairages de chantier qui peuvent parfois être assez puissants et éclairer toute la nuit. Euh, Enfin, la dernière phase clé, ça va être la phase de livraison, avec la vérification de la bonne mise en place de toutes les préconisations écologiques et un petit peu voilà, de l'analyse du projet paysager réel et par rapport à celui qui a été imaginé directement par les concepteurs du projet paysager.
Donc sur ce projet-là, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a pu faire un travail sur la création de nombreux habitats. On a une noue végétalisée en fait, qui va parcourir la quasi-totalité de la longueur du projet avec au sud du projet un bassin paysager qui va en fait également servir d'ouvrage de gestion des eaux pluviales. On a en bordure du talus des prairies fleuries et des pelouses qui font l'objet justement d'une gestion différenciée. On a de nombreuses haies et de massifs arbustifs qui ont été créés, qui permettent en fait ainsi voilà, de servir de support de vie, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Un parking semi-perméable qui est, lui, végétalisé en evergreen. Donc, je pense que certains d'entre vous sont familiers avec ça. C'est une sorte de maillage qui permet le développement d'une strate herbacée basse, mais également permet la perméabilité des sols, ce qui est hyper intéressant. On a des plantes grimpantes qui ont été proposées sur une partie des façades. Des toitures végétalisées, donc on a 43% des toitures qui sont végétalisées, et comme je l'ai évoqué, un bassin paysager au sud du projet. Au niveau de la palette végétale, comme je l'ai dit, on a fait quand même un gros travail sur cette palette. On a une bonne diversité d'espèces, puisqu'on en a 113 qui sont réparties dans 7 structures végétales. 91 qui sont issus de la région biogéographique. À droite, vous avez les principes de plantation et des noms d'espèces voilà, à titre informatif. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je n'ai pas assez de temps, malheureusement. Mais comme je vous le disais, on a un approvisionnement privilégié avec des pépinières locales. Donc, c'est notamment la pépinière Soupe qui a été sollicitée pour les arbres, une pépinière qui travaille avec le végétal local. Et bon, pour les arbustes et les vivaces, c'est la pépinière Villert, qui est une entreprise belge. On a également proposé 3 espèces de fruitiers, dont une espèce est emblématique de la région. Le framboisier, voilà, il faut savoir que Machilly, à une époque, était en fait producteur de framboises. Et comme je l'ai évoqué, 43% des toitures végétalisées. Au niveau des aménagements pour la faune, je ne vais pas forcément m'éterniser là-dessus, puisque c'est des choses qui sont assez voilà, génériques et que ce n'est pas forcément pour moi les points forts du projet, ce qui doit être mis en avant, même s'il y a une grosse diversité d'aménagements qui ont été prévus. On a plusieurs typologies de nichoirs qui sont soit pour les moineaux, soit pour les mésanges, soit pour les citelles. Du bois mort pour les insectes xylophages notamment. De nombreuses espèces qui sont des plantes nectarifères et pollinifères pour les pollinisateurs des gîtes à chauves-souris en façade, mais également des structures en gabion pour les reptiles. Et enfin, une noue et un bassin végétalisé pour les amphibiens. Ce qui est intéressant avec ce projet aussi, c'est qu'il est quand même assez orienté vers les usagers. Puis on peut voir les principes de répartition un petit peu des espaces, mais on a vraiment un parcours de promenade et de circulation dans les espaces verts qui est facilité. De nombreuses aménités qui sont créées, voilà, du mobilier, des aménagements de détente, des micro-jardins, des aires de jeu, des parkings pour les vélos. On a également des espèces qui ont été plantées, odorifères, qui ont été plantées en bas des bâtiments. Et globalement, on a un projet qui est très perméable avec 30% de pleine terre. À droite, vous pouvez voir un peu voilà, encore une fois, les principes un petit peu de répartition des espaces avec une placette qui est un peu le cœur de vie de ce nouveau quartier de la gare. Et bon, malheureusement, je n'ai pas pu passer sur site puisque la livraison a été légèrement décalée, mais j'ai pu récupérer les photos et le projet avance bien. Les bâtiments c'est déjà bien avancé et ils sont en train de finaliser les espaces verts. Donc, on est sur une livraison prévue à la fin du mois. Donc, voilà quelques photos du projet. On va terminer avec les apports et les limites du label. Alors, ces apports et ces limites n'engagent que moi. C'est ce que j'ai pu remarquer depuis 2 ans et demi maintenant que je travaille chez Etamine et que j'ai voilà, sur les projets que j'ai pu suivre au niveau du Biodiversity. En fait, dans ce référentiel qui est très intéressant, on a quand même des notions qui sont un peu abstraites parfois et qui vont en fait dépendre de l'argumentaire de l'évaluateur, mais aussi des sensibilités du vérificateur.
On a également un aspect administratif qui peut être parfois laborieux, puisque voilà, on parle de montage de dossiers assez long, les récoltes des documents qui vont venir justifier justement toutes les actions à mettre en place, les allers-retours entre soit la maîtrise d'ouvrage, les différents concepteurs et bureaux d'études. On a un étalement des projets dans le temps qui peut être parfois un petit peu décourageant. On a des projets qui prennent du retard, qui sont arrêtés, le dépôt de permis de construire enfin, le permis de construire qui n'est pas accepté par la mairie, et parfois c'est des projets qui peuvent durer jusqu'à 5 ans. Et aussi, on a, voilà, au niveau du calcul du potentiel écologique, c'est toujours un petit peu compliqué, voilà, d'évaluer la qualité des habitats. Personnellement, je trouve que voilà, ce référentiel est très bien fait, mais c'est toujours un petit peu compliqué parce que des fois, on a tendance à un peu trop décomposer les habitats et parfois à trop les regrouper. En fait, ça va pas le même poids différent dans la note de calcul. Au niveau des apports, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a on a un engagement de la responsabilité des maîtres d'ouvrage. Et donc, du coup, là, on a plein de leviers là-dessus parce que vu qu'ils s'engagent en fait à respecter les objectifs biodiversité, indirectement, ça va être tous les concepteurs également qui s'engagent à respecter ces objectifs-là pour obtenir la labellisation. Et donc, du coup, nous, on est un peu les relous de service, mais et ben, du coup, on est quand même assez considéré, assez écouté. Généralement, ça se passe super bien. D'ailleurs, avec les paysagistes et architectes qui sont très ouverts sur les sujets de biodiversité et voilà, les enjeux de biodiversité et de nature en ville. Voilà, on a une responsabilisation de tous les acteurs du bâtiment, même si c'est parfois compliqué. Une orientation qui est intéressante vers les usagers, comme on a pu le voir avec les exemples que j'ai pu vous donner. On a aussi un cercle vertueux, et ça c'est super intéressant, de création d'activités liées au domaine de l'écologie, puisque en fait le label il va encourager aussi à la mise en place, à l'interaction avec les riverains, avec les locaux, que ce soit la vie associative, la mairie. Il propose des suivis naturalistes, enfin de faire des suivis naturalistes, de faire des animations, donc de solliciter des personnes en fait qui vont être payées pour ça. Aussi sur l'entretien des espaces verts, tout ça pour moi c'est un cercle vertueux. Et en fait, globalement, en tout cas, du point de vue de mon point de vue, bah, ce genre de labels, c'est des labels qui font vivre les écologues aussi, en tout cas une partie des écologues. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir suivre le projet sur le long terme. Mine de rien, bah, une fois que le projet il sort de terre, voilà, c'est un petit peu comme notre bébé. On est content de ce qui a été proposé, en tout cas quand c'est des projets qui sont de qualité, on est content du résultat final et voilà, on se dit qu'on a apporté notre pierre à l'édifice. Et en fait, voilà, c'est un label qui propose vraiment beaucoup de leviers, d'outils possibles, de calcul. On va parler CBS, on va parler perméabilité. C'est un label qui est, voilà, de ce point de vue-là, très intéressant. Euh, Question remarque, je regarde le chat parce que j'ai pas du tout regardé. Désolé, j'étais un petit peu. Putain, il y a C'est beaucoup de questions. normal. Tu avais déjà une première question sur le label Biodiversity à l'échelle de l'aménagement. Est-ce que voilà, tu as déjà des retours d'expérience? Donc le label Biodiversité existe aussi maintenant à l'échelle d'un Oui, quartier Biodiversity Ready. Est-il possible de nous en dire quelques mots? oui. Alors, moi, je suis désolé, j'ai jamais travaillé sur ce référentiel, donc je voudrais pas dire de bêtises. Je sais que j'ai des collègues qui ont travaillé dessus, mais personnellement, je ne l'ai jamais abordé, donc voilà. Et pour info, ce référentiel-là, le référentiel Biodiversity Construction, il est en cours de modification parce qu'il date maintenant de plusieurs années. Et donc, voilà, il y a un travail qui est fait de ce côté-là, et nous, on a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, il y avait une autre question de Philippe Petit. Quel est le retour d'acceptabilité par les occupants ou futurs occupants d'un tel projet? Chauve-souris, reptile, ce n'est pas forcément facilement accepté par tout le monde. Euh, c'est un peu dur de répondre à cette question parce que effectivement, de mon côté, bah, moi j'ai une certaine sensibilité à la nature, donc moi c'est un peu parfois difficile de rentrer dans la tête des gens et de savoir qu'est-ce qu'ils pensent là-dessus. Sur les chauves-souris, on est très bien capable d'argumenter, hein. Simplement, on a en France voilà, un moustique tigre qui se propage. On a aussi des enjeux voilà, sanitaires liés à ce moustique tigre-là. Les chauves-souris, c'est des grosses consommatrices d'insectes volants et notamment de moustiques. Donc là-dessus, on peut argumenter de ce côté-là. Moi, bon,
dans le cadre de ce projet-là, le projet n'a pas été encore livré, donc on n'a pas de retour des riverains. Et c'est vrai que on a un peu des lacunes là-dessus, c'est-à-dire qu'une fois que le projet il est livré, c'est rare qu'on fasse des suivis et c'est rare qu'on fasse aussi un suivi au niveau des usages, comment les personnes s'approprient les espaces verts, comment elles considèrent voilà, tout ce qui est aménagement pour la faune. Voilà, vous parlez des reptiles, on n'entend pas forcément des serpents, ça peut être des lézards aussi. Moi, j'ai envie de dire, ils feront avec, hein. Il y a peut-être une question en lien de Jérémy Arnicousseau qui est l'accompagnement et la sensibilisation des habitants font-ils partie des exigences du contrat de gestion? À quel moment de la démarche du projet le prestataire en charge de la gestion est-il sélectionné? Alors, l'accompagnement, ça fait partie des exigences du contrat de gestion. La démarche du projet, le prestataire en charge de la gestion est-il sélectionné? Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est-à-dire que nous, on va éditer un plan de gestion et on va faire en sorte que ce plan de gestion-là, en fait, il va être intégré dans les différentes chartes preneurs, dans les différents dossiers donc, de l'après-livraison. Et nous, on va interagir au maximum avec justement les personnes qui sont en charge de de cet entretien des espaces verts. Et pour cette opération, il est prévu à la livraison une présentation du plan de gestion écologique justement aux usagers et donc aux personnes, en tout cas aux acheteurs potentiels ou locataires des bâtiments. Et donc, on a prévu aujourd'hui, donc ça fait lien avec la question qui vient aussi, de présenter en fait ce plan de gestion aux riverains, aux personnes qui sont concernées, que ce soit la commune ou le prestataire en charge de la gestion, pour vraiment lui présenter pas seulement les conditions d'entretien, mais aussi pourquoi on propose de mettre ça en place. L'idée, c'est pas d'imposer aux personnes voilà, des espaces extérieurs qui peuvent apparaître parfois un peu trop sauvages aux yeux de certains, mais de leur expliquer qu'en fait, on va plus prendre en compte la biodiversité avec ces pratiques de gestion qui sont vertueuses, que vous évoquez, qu'ils soient zéro phyto, voilà. Et donc, ça, on l'a fait, moi je l'ai fait une ou deux fois pour l'instant, de présenter en fait ce plan de gestion-là. Pour l'instant, on a eu des retours positifs. Après, effectivement, je suis pas, je passe pas tous les ans sur les projets à livraison pour interagir avec les habitants et savoir qu'est-ce qu'ils pensent du plan de gestion. Je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est très important de sensibiliser et d'informer les riverains. Après, des fois, ils ne se posent pas du tout la question. Et en fait, si on le fait à leur place, ils ne se poseront pas la question. Donc, qu'on tonde à 5 cm toutes les 2 semaines ou qu'on laisse les espaces plutôt en friche, il y en a, des fois, ils s'y intéressent pas du tout. Donc, voilà. Ça rejoint la question de Cécile également. Voilà, sur la commercialisation et la valorisation auprès des futurs acheteurs. Ça, c'est quelque chose que le label intègre aussi. En fait, dès le début du label, on va pouvoir interagir avec la commune, en tout cas les représentants locaux. Et puis, en fait, après, effectivement, nous, on intervient pendant l'AG, à la livraison. Euh, voilà, comme je vous le disais, pour présenter également la présentation que je vous ai faite sur le diagnostic écologique. En fait, l'idée, c'est de faire du lien. L'idée, c'est de dire, bah, on a quand même observé des espèces intéressantes. On a un contexte écologique et paysager qui est très riche. Là, le plan de gestion qu'on vous propose, ce n'est que en fait la suite logique par rapport au projet paysager. Et en fait, ne pas mettre en place ce plan de gestion-là, ce serait un peu, comme je l'ai déjà dit, gâcher tous nos efforts. Il y avait également une question sur l'estimation du temps en délai et en temps effectif nécessaire pour monter un dossier pour le label Biodiversity. Enfin, ce dossier. Euh, c'est un petit peu compliqué d'estimer ça parce qu'en fait, ça va dépendre du projet. Parfois, on a des aléas sur ce projet. Parfois, on a plutôt besoin de faire plusieurs passages sur site. Des fois, par exemple, il y a des enjeux chiroptères, donc on va faire des écoutes. Le projet peut être aussi sur du long terme.
ça peut être Là, on est sur un projet qui est assez petit, qui couvre 7000 mètres carrés environ. On a des projets sur 50 000 mètres carrés. Donc, ça va être assez variable. Donc, sur le temps effectif, je dirais entre le dépôt du PC et la livraison des espaces verts, et là, on va dire l'AG de livraison qui termine généralement, nous, notre intervention, je dirais qu'on est, quand ça roule bien, entre 3 et 4 ans. Mais comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a des projets parfois, le PC n'est pas purgé pendant enfin, pendant 1 ou 2 ans. Et donc, on peut arriver à des durées de 5 6 ans. Et alors, pour le montage du dossier, en fait, il y a 2 phases. Il y a une phase de montage dossier entre la conception, en tout cas juste avant le démarrage des travaux, ou au début du démarrage des travaux. Donc, on a un premier dossier de conception qu'on va envoyer, qui va être vérifié. Il va y avoir plusieurs allers-retours avec l'évaluateur sur les écarts et sur le reste. Et ensuite, on a un deuxième audit qui se passe à la livraison, comme je le disais, pour vérifier voilà, la bonne mise en place des habitats. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, je pense que sur le montage du dossier pur et dur, on va dire une semaine environ pour la phase conception, parce que c'est là où en fait on va réunir toutes les pièces, voilà, on va monter ce dossier-là. Et pour la phase livraison, je dirais un peu moins, je dirais 4 jours. Mais en fait, c'est dur d'estimer parce que on a quand même des projets qui s'étalent vraiment sur le long terme. Et en fait, les pièces justificatives, on va les récolter au fur et à mesure. Merci. Il y avait une question, alors peut-être que tu y avais déjà un petit peu répondu, mais qu'est-ce qui est prévu après livraison pour vérifier que les dispositifs prévus permettent bien d'atteindre les objectifs, présence, développement de telle ou telle espèce végétale ou animale? Eh ben, nous, on compte aussi en fait sur la faculté de la nature à coloniser d'elle-même les espaces qu'on va proposer. Et c'est aussi pour ça que le plan de gestion écologique et différencié, il est important. C'est pour aussi pouvoir permettre aux espèces structures végétales spontanées d'apparaître parmi nos espaces. Et globalement, en fait, le paysagiste, en tout cas les concepteurs, enfin les réalisateurs d'espaces verts, ils vont nous fournir un DOE, c'est en fait un plan de plantation. Nous, on va comparer ce plan de plantation avec la palette végétale qui a été initialement fournie. En fait, on va voir la différence entre ces deux choses-là. Donc, s'il y a des problèmes, ben, on les fait remonter et potentiellement, il faudra replanter les choses. On va également faire l'analyse de la bonne répartition dans l'espace, par exemple, des aménagements pour la faune. Parfois, on se retrouve avec des personnes où on s'est mal compris et en fait, ils ont mis sur un périmètre de 20 mètres carrés, ils ont mis 4 nichoirs. Donc, quand c'est des nichoirs pour des espèces qui ne sont pas très territoriales, ça peut aller, mais généralement, voilà, nous, on va aussi vérifier des choses comme ça. Et puis, voilà, la nature, elle est assez euh, colonisatrice d'elle-même. Et c'est vrai qu'on ne fait pas de suivi sur le long terme assez souvent à mon goût. Moi, j'aimerais bien faire des suivis écologiques pour par exemple, à N+3, quelle diversité végétale et animale on a sur le projet. Mais globalement, c'est ça. On va surtout comparer en fait, le plan de plantation avec ce qui a été prévu initialement. Super. Eh ben, merci beaucoup. Je pense qu'on a balayé les différentes questions du chat. Alors, je voulais remercier vraiment chaleureusement l'ensemble des intervenants pour ces différentes présentations. Et donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire Vendredi, c'est Biodiff qui aura lieu le 7 juin. D'ici là, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous faire remonter des sujets que vous aimeriez voir traités dans le cadre de ces webinaires ou si vous avez des expériences à partager. Voilà, on est toujours à l'écoute de vos expériences. Merci beaucoup à tous. Très bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir. Merci.